Nous allons avoir le bonheur d'entendre 5 personnes ressources de haut calibre qui vont venir participer à notre discussion sur le leadership de Montréal. Alors, je vous les présente rapidement. Immédiatement à ma gauche, M. Bernard Landry, qui est professeur à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Évidemment, tout le monde connaît M. Landry, qui a assumé la fonction de premier ministre du Québec pendant plusieurs années. Bonjour, M. Landry. Immédiatement à côté de lui, M. Gérard Baudet, qui est professeur titulaire à l'Institut d'urbanisme à la Faculté d'aménagement de l'Université de Montréal. Immédiatement à sa gauche, M. Gérard Boismenu, qui est le doyen de la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal. À côté de lui, M. Yves Bellavance, coordonnateur de la Coalition montréalaise des tables de quartier. Et à côté de M. Bellavance, M. Pierre Paquet, actuellement professeur d'économie au Collège Maisonneuve. Mais M. Paquet est aussi bien connu. Il a été par le passé secrétaire général de la CSN et député du Bloc québécois. Alors, nous avons invité ces 5 panélistes parce que nous souhaitions, à la suite de l'intervention importante qui a été faite par Marcel Côté ce matin, avoir l'opinion de gens qui pourraient couvrir des domaines importants de l'activité montréalaise ou des domaines qui comportent plusieurs enjeux quant à l'avenir de la métropole, que ce soit le domaine social, le domaine de l'aménagement du territoire et du transport, que ce soit les questions liées aux grandes universités, aux questions de culture et du savoir, et donc à la performance que Montréal pourrait espérer dans les prochaines années de ce côté-là, que ce soit aussi lié aux questions économiques. Alors, c'est à M. Bernard Landry que nous avons confié la tâche d'ouvrir ce panel. Chaque panéliste dispose d'une dizaine de minutes, pardon. Oui, c'est bien ça. Excusez-moi, c'est probablement la réalité qui m'a rattrapée par rapport à la théorie. En tout cas, vraiment, j'aimerais ça que vous essayiez de vous en tenir à 10 minutes, qu'on puisse garder par la suite un bon temps d'échange avec le public. Monsieur Côté a accepté de rester aussi. Alors, ça peut faire un dialogue très intéressant au sujet des différents enjeux auxquels Montréal doit s'attaquer dans l'avenir. Alors, Monsieur Landry, à vous la parole. Merci, vous voulez madame. venir ici ou peut-être au lutrin? Non, vous avez déjà le micro. Allez-y. Ah, ben oui, c'est vrai. J'ai une longue habitude de parler debout. À l'Assemblée nationale, on parlait debout, évidemment. Chers amis, je vous dis tout de suite, je dis chers amis, ça s'applique à Louise, mais aussi madame, la chef de l'opposition officielle de cette grande ville. Mesdames et messieurs, je vous dis tout de suite, j'ai quelques minutes et je vais vous tenir des propos extrêmement optimistes. Pas parce que je suis jovialiste, d'aucune espèce de façon. À cause d'expériences vécues dans ma vie de citoyen et dans ma vie politique, où j'ai vu qu'une société peut faire assez rapidement des changements profonds et très réussis. La première expérience, c'est l'expérience québécoise globale. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'économie du Québec, qui est devenue par la suite une passion, largement parce que René Lévesque m'a condamné à l'économie, notre économie est économie, je ne dirais pas médiocre, mais pas très impressionnante. Évidemment, nous étions des bûcherons, des agriculteurs, des mineurs, des commerçants de village. Ça, c'était pas bête. Mais nous étions ce qu'on pourrait appeler des colonisés. Et si Jean Lesage a dit maître chez nous, et c'est Maurice Duplessis qui l'avait dit avant lui, c'est qu'on ne l'était pas. On est parti de loin, on a réussi d'une façon extraordinaire. C'est choquant, hein, parce qu'entendre dire que le Québec a réussi d'une façon extraordinaire, je vous dis que pour certains, c'est presque une injure. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'économie du Québec, un Ontarien gagnait 100 $ quand on gagnait 60. Aujourd'hui, la crise économique ayant accéléré les choses, quand un Ontarien gagne 100 $, un Québécois gagne 100 $. Si on tient compte surtout des transferts et des pouvoirs d'achat
en parité. C'est tout un succès. Et ça n'a pas pris 2 siècles. Alors, quand j'enseigne en Afrique, je dis à mes étudiants, ne vous découragez-vous pas. À l'ère de l'informatique et des technologies contemporaines, ce que le Québec a fait en moins de 50 ans, l'Afrique peut le faire beaucoup plus rapidement. Savez-vous qu'ils sont en train de le faire en plus? Croissance en Afrique, cette année, 6 %. Donc, une première raison qui me pousse à être optimiste. Une deuxième, c'est la transformation de la structure économique du Québec en un temps relativement court aussi. Quand j'ai regardé les premières feuilles des exportations du Québec, quand je suis arrivé à l'Université de Montréal dans les années 60, on exportait des planches, des 2x4, du minerai de cuivre, de cuivre, de fer, de zinc, et puis c'était ça, le Québec. Vous voulez regarder les feuilles d'exportation aujourd'hui? Aéronautique, en premier. Pharmacie, biotechnologie. Technologie de l'information. Une révolution invraisemblable. Dans mes conférences à l'étranger, je parle de ça, évidemment. Bombardier, premier fabricant de matériel ferroviaire du monde. 3e avionneur du monde. Puis là, mon 3e exemple, c'était SNC-Lavalin. Mais là, depuis quelques mois, je passe plutôt à CGI, qui domine l'Amérique dans sa catégorie. Alors, il y a des raisons d'être optimiste. On a fait des choses fabuleuses, on les a fait relativement vite. Et une autre chose que j'ai vécue profondément, en 1994, dans ces années-là, le taux de chômage au Québec était de 14 %. C'était désolant. Et le chômage est une des choses les plus terribles qui peut arriver à un individu, à lui et à sa famille, à sa dignité personnelle. Alors, on a commencé une maudite bataille, obsessionnelle, je vous le dis, là, et ceux et celles qui auront à diriger la Ville de Montréal pourraient regarder ça de près. Je dis moi, mais pas rien que moi. Les fonctionnaires du ministère des Finances, fonctionnaires du ministère de l'Industrie et du Commerce et d'autres secteurs de l'État du Québec se levaient le matin avec une lutte obsessionnelle à mener contre le chômage. Par toutes sortes de moyens, interventionnistes, mais interventionnistes calculés. Ce n'était pas par idéologie. Si, pour faire venir Ubisoft, ça me coûte 10 millions et que je me rends compte que quelques années après, en impôts et taxes, il me rapporte ça dans un mois et demi, ce n'est pas de l'interventionnisme idéologique. C'est une comptabilité interventionniste. Alors, on a fait ça. Et aussi, on a encouragé à fond les technologies de l'information, les nouvelles technologies. Il y a 130 000 emplois dans les technologies de l'information au Québec. Montréal domine le monde dans les jeux vidéo. En aéronautique, il y a 3 grandes villes aéronautiques au monde. Seattle, ça ne vous surprend pas, Boeing. Toulouse, Airbus et Montréal. Sauf que des 3, Montréal est la plus intégrée et intégrante. Il y a plus d'emplois en aéronautique à Montréal, premièrement, qu'à Toulouse. C'est pas rien, hein? Plus qu'Airbus. Et nous faisons tout. Les turbines de réacteurs, les carlingues, les trains d'atterrissage, même les trains d'atterrissage d'Airbus sont faits le long des Laurentides ici, chez Messier Doughty. L'électronique embarquée, et j'ai appris ça dernièrement, là, une petite note qu'on m'a fait, les jeux vidéo à bord des avions sont faits à Montréal, chez Ubisoft. Est-ce qu'il y a quelques raisons d'être optimiste? Est-ce qu'on peut penser qu'avec ce qu'on a fait de si important dans une période relativement courte, on pourrait faire des choses merveilleuses dans les mois et les années qui viennent? Est-ce que les dirigeants de Montréal, à venir,
quand l'horizon se sera un peu éclairci, parce que ça, il y a un malheur qui nous est arrivé, un malheur éthique que j'ai de la difficulté à comprendre. D'après avoir été aussi catholique, comment est-ce qu'on a pu sombrer à des niveaux éthiques aussi bas dans plusieurs de nos villes. Mais quand cet horizon sera, on peut encore repartir, parce que Montréal a des atouts extraordinaires. D'abord, Montréal, c'est l'Europe et l'Amérique en même temps. Il y a un de mes amis français, il dit « Le Québec, c'est l'Amérique sans les Américains et la France sans les Français. » Et c'est vrai pour le Québec et c'est vrai pour Montréal. C'est extrêmement attirant. On est à la convergence de deux civilisations exceptionnelles. Il faut évidemment choisir ce qu'il y a de mieux dans les deux, pas ce qu'il y a de moins bon. Mais je vous donne un exemple. Les deux productivités les plus élevées du monde, ce sont les États-Unis d'Amérique, ça ne vous surprendra pas, qui sont nos voisins géographiques. France, 2, voisins culturels. Qu'est-ce qu'on attend pour copier ce qu'il y a de mieux dans les deux? Parce que la productivité est un de nos défis majeurs pour les années qui viennent. Pas simplement pour des raisons liées à l'économie, mais liées à la démographie, qui est souvent le cœur de l'économie. Je pense, à moins qu'on me fasse trop de signes, là, je vais finir par ça, j'imagine. Bon, alors j'ai compris. Le mot-clé des prochaines années pour Montréal, pour son économie, c'est le mot productivité. C'est le défi, et si on le réalise, tout sera mieux après. Si on le rate, ça va être catastrophique. Pourquoi? Parce que la démographie joue contre nous. La population vieillit. On commence déjà à manquer de main-d'œuvre. Et les retraités, qui sont des gens extrêmement sympathiques, puis à qui on souhaite la plus longue vie possible, ils payent moins d'impôts. Et ils nous payent et ils nous coûtent de plus en plus cher. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Moins d'impôts, moins de ressources, puis des dépenses de santé plus élevées. Avec des emplois qui, au lieu de rapporter 12,50 $ de l'heure, comme dans le textile, en rapportent 80 ou 90, comme dans les technologies élevées. Ça veut dire qu'une jeune femme dont le père gagnait 12,50 $ de l'heure dans le textile, si elle travaille chez Ubisoft, gagne 4 ou 5 fois plus que son père. Alors, si leur génération est beaucoup moins nombreuse, mais gagne 4-5 fois plus, ça veut dire que l'avenir peut être brillant. Et dans ces technologies nouvelles à haute productivité, c'est moins dur pour la santé, c'est moins énervant, c'est moins stressant. Alors, c'est ça mes raisons d'optimisme, et je pense qu'elles sont rationnelles, et j'espère vous en avoir partiellement convaincu. Alors, merci beaucoup, M. Landry. Maintenant, on va entendre M. Gérard Baudet. Vous connaissez aussi plusieurs d'entre vous, M. Baudet. Je pense qu'il va nous parler d'aménagement sûrement, de transport sûrement aussi, et de développement durable probablement. M. Baudet. Merci. Moi aussi, j'ai un aveu à vous faire. On m'a déjà dit que je souffrais de pessimisme critique et on m'a surtout recommandé de ne pas me faire soigner. Donc, vous allez comprendre en partie mon propos. Donc, le leadership de la métropole, j'ai surtout le goût d'essayer de répondre à la question « De quoi parle-t-on » Il faut se rappeler un phénomène qui est extrêmement important dans l'histoire de Montréal, c'est ce qui s'est passé dans les années 1960. Dans les années 1960, au moment où, dit-on par après, Montréal voyait grand et voyait même très grand, la métropole change radicalement de statut, notamment au plan physico-spatial. On passe d'une métropole type du 19e siècle à ce qui va devenir la ville-région type du 21e siècle. C'est un moment charnière, comme je l'indiquais, c'est un moment charnière où on a réalisé que la prise en charge d'une dynamique métropolitaine était loin d'être évidente, à preuve le fait qu'on se soit complètement gouré, qu'on se soit complètement trompé sur ce qui était pour devenir, à l'échelle régionale, la métropole. Il faut se rappeler qu'en 1967, quand on dépose le plan Montréal Horizon 2000, on prévoit qu'il y aura 7,5 millions d'habitants à l'horizon 2000. Il y en a eu la moitié
Et ce qui est particulièrement préoccupant, c'est qu'on a réussi à urbaniser le même territoire avec la moitié des effectifs anticipés. Et donc, ça veut dire qu'on a consommé 2 fois plus d'espace par individu qu'on l'avait prévu à cette époque-là. Et c'est ce qui donne la concordance assez fascinante entre l'image produite par les gens du service d'urbanisme de Montréal Horizon 2000 en haut à droite et à gauche, c'est-à-dire, et l'image prise de la station spatiale récemment de la région métropolitaine de Montréal en pleine nuit, où on a presque une concordance parfaite entre ce qui avait été anticipé à ce moment-là et ce que Montréal est devenu. Il faut aussi bien prendre en compte, et ça, je pense que ça a été souligné par Marcel Côté tantôt, je pense que de ce côté-là, on passe complètement à côté, de bien comprendre la dynamique métropolitaine. On est dans un phénomène de métropolisation extrêmement puissant, qui a complètement reconfiguré la région. Et on oublie que le territoire de la communauté métropolitaine de Montréal n'est pas la région métropolitaine. La région métropolitaine va bien au-delà du territoire de la CMM. Et donc, j'ai représenté ici 4 des composantes de ce phénomène de la métropolisation. D'abord, le centre-ville, le point au centre. Comme on disait tantôt, un des centres-villes les plus costauds en Amérique du Nord. La région centrale, le cœur de l'agglomération qui englobe tout le centre de l'île de Montréal, la partie sud de Laval et tout le secteur de Longueuil. La région métropolitaine fonctionnelle qui a complètement absorbé les villes satellites, Joliette, Saint-Jérôme, Saint-Hyacinthe et autres villes du genre, et qui connaît des poussées extrêmement fortes au nord dans les Laurentides et en direction de Green Bay d'autre part. Et c'est ça la vraie région métropolitaine. C'est ça qui est le cœur, pas le cœur, mais qui est ce qui devrait être la préoccupation fondamentale quand on parle d'assumer un leadership à l'échelle métropolitaine, c'est de ça dont on doit parler. Pas du centre-ville, pas du cœur de Montréal, de la vraie région métropolitaine. Montréal doit s'imposer à cette échelle-là. De ce point de vue-là, au moment de l'agora municipale, j'avais évoqué ce mot de Charles de Gaulle qui disait « viser haut, c'est tellement moins encombré », en disant ce qu'il faut avoir à l'échelle métropolitaine, c'est de l'ambition, c'est de la hauteur de vue, c'est une perspective globale que le PMAD n'a pas malheureusement et que le projet de plan de développement de Montréal a encore moins. Je dois malheureusement le dire, le plan de développement de Montréal qu'on nous a présenté hier, auquel j'avais déjà eu accès antérieurement, est essentiellement une liste d'épiceries sans vision. On a ramassé tout ce qui traînait dans le décor des services et des différentes instances de la ville. On a ramené ça dans un seul document. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de stratégie. C'est un ramassis de toutes sortes de choses. Et je ne pense pas qu'on puisse fonder le leadership montréalais sur un document de cette nature-là. Il faut le revoir. Et de ce point de vue-là, la vision, il va falloir qu'on apprenne à en avoir. Nous n'avons pas de vision, nous n'avons pas de vision du côté des élus. Nous ne permettons pas aux professionnels d'avoir de la vision. Et un des beaux exemples, c'est le Mont-Royal. J'évoquais encore une fois à l'Agora que c'est un espace majeur, c'est un espace fondamental dans la définition même de ce qu'est être montréalais. Or, on constatera que 15 ans après qu'on ait pris la décision de construire les 2 super hôpitaux, on ne sait toujours pas ce qu'on fera des hôpitaux qu'on va libérer. 15 ans plus tard. C'est absolument invraisemblable qu'on en soit là, mais c'est la réalité. Et pire, il s'ajoute de nouveaux équipements. On pense entre autres à l'ancien couvent qui a été acquis par l'Université de Montréal, dont on ne sait toujours pas ce qu'il deviendra. Et ça, dans l'espace, le massif urbain le plus prestigieux à l'échelle canadienne. Il faut quand même le faire, de ne pas être capable d'avoir un minimum de vision et d'ambition pour un espace qui tombe tellement sous le sens du rôle qu'il peut jouer à l'échelle métropolitaine. Un autre dossier qui est extrêmement préoccupant, c'est la question du transport et du transport collectif d'une part et de l'arbitrage entre les décisions de transport collectif et des décisions de transport privé. Évidemment, tout le monde reconnaît que la gouvernance métropolitaine avec 19 organismes en transport, ça ne peut pas bien fonctionner. Et ça peut d'autant moins bien fonctionner que l'AMT est juge et partie en même temps, en étant opérateur de train. Donc, ils sont en conflit d'intérêts par-dessus les oreilles, ça fait des années, et ça nous mène à des situations totalement aberrantes. Et j'ai cru bon d'intituler cette diapositive « La déclinaison montréalaise de l'auberge espagnole ». En matière de transport, dans la région métropolitaine de Montréal, on trouve tout ce que tout le monde veut avoir.
essentiellement. Donc, ça va d'une gare de train de banlieue en plein champ à Mirabel, 3 villes de la banlieue extrême, du périmètre extrême, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Hyacinthe, Sorel-Tracy, qui veulent avoir un train de banlieue comme Saint-Jérôme, aux mêmes conditions que Saint-Jérôme, c'est-à-dire ne pas appartenir à la communauté métropolitaine de Montréal. Pourquoi s'emmerder de cette appartenance-là si on peut avoir le service qui montre bien qu'on est intégré dans la région, mais dont on ne veut pas reconnaître le fait qu'on est intégré. Ça mène au dossier du SRB dont on a parlé abondamment ce matin. Ça mène au dossier des incapacités de prendre des décisions franches en fonction du transport collectif. Le prolongement de la 19, dans le contexte actuel, il faut quand même le faire. Et encore une fois, je pense que c'est assez évident. On est encore dans un processus de prise de décision électoraliste et non pas dans un processus de prise de décision qui serait au mieux pour le mieux-être de la métropole. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut être inquiet. Il faut être inquiet parce que oui, Montréal a des atouts extrêmement importants. Quand on se compare avec la plupart des villes nord-américaines de même taille, on a des atouts très sérieux qui sont dus à l'histoire, qui sont dus aux politiques publiques, qui sont dus à toutes sortes de facteurs. Mais on a des atouts et des atouts qui nous permettent d'emprunter à ce qui se fait en Europe dans bien des dossiers. Mais on n'a pas l'air de réaliser que ces atouts-là, ils sont fragiles, que ces atouts-là, ils sont vulnérables. Il n'y a rien qui nous garantit que dans 20, 25, 30 ans, on va être encore dans une position aussi avantageuse. Il n'y a rien qui nous garantit que cette spécificité du centre-ville de Montréal, qui est assez exceptionnelle à l'échelle nord-américaine, elle ne sera pas érodée par des décisions qu'on prendra et qui auront pour effet de délocaliser encore plus à distance un certain nombre de vocations. Donc, de ce point de vue-là, pour compléter ce survol, je pense que parmi les défis qu'on devrait se poser collectivement, il faudrait d'abord être capable de reconnaître la dimension régionale de la dynamique métropolitaine. Et ça, ce n'est pas la reconnaissance du statut de métropole par le gouvernement du Québec qui va nous le permettre. C'est une reconnaissance sur une idée du 19e siècle de ce qu'est une métropole. Et sur le terrain, dans le quotidien, on voit bien qu'à Québec, on continue à prendre des décisions ou à ne pas prendre de décisions qui vont à l'encontre d'un vrai projet métropolitain. Il faut protéger les acquis de la ville-centre et du cœur de l'agglomération. Et pour ça, il faudrait qu'à la fois d'un point de vue politique et à la fois du point de vue des professionnels, qu'on franchisse les ponts, qu'on traverse les rivières et qu'on aille voir ce qui se passe ailleurs. Il y a une espèce de méconnaissance chronique de ce qui se passe à l'extérieur de l'île de Montréal qui va nous jouer un tour éventuellement. L'Agora métropolitaine qui a été tenue il y a quelques mois, la moitié des participants venaient des banlieues. Et ils ont l'air de prendre au sérieux le devenir de la région métropolitaine. Promouvoir, faire partager une vision réellement métropolitaine. Il faut que Montréal s'impose. Il faut que Montréal ait un discours qui soit rassembleur. Il faut qu'on y croie, pas seulement à Montréal, mais qu'on y croie ailleurs aussi. Et il faut qu'on l'endosse dans le quotidien, dans l'ensemble des décisions qui sont prises. Il faut privilégier des démarches concertantes qui vont favoriser la convergence et la cohérence des visions, des politiques, des programmes et des projets, ce qui n'est pas le cas. D'ailleurs, dans le projet de plan de développement de Montréal, il n'y a aucun mécanisme de suivi qui nous permettrait de nous assurer qu'on va agir avec cohérence dans tous ces champs d'action ou dans toutes ces pistes qui sont évoquées. Et finalement, je pense qu'il faut reconnaître formellement la mission transversale de l'urbanisme à toutes les échelles d'intervention. On a évoqué que le projet de plan est trop aménagiste. En ce qui me concerne, étant urbaniste, je vous dirais que la dimension aménagiste, c'est tout simplement qu'on a mis des choses sur un plan. Pour moi, ce n'est pas une vision urbanistique du devenir de Montréal et du devenir de la région. Et cet outil, qui est l'outil privilégié des municipalités, on devrait apprendre à mieux l'utiliser parce que l'établissement qu'on va créer va être en bonne partie non seulement dû à la dynamique économique, mais va être dû à ce que l'aménagement du territoire et l'urbanisme peuvent apporter justement pour amplifier ce dynamisme économique-là. Merci. Merci beaucoup, M. Alors là aussi, il y a matière à discussion. Monsieur Boismenu, à vous. Alors, bonjour, on m'a invité pour parler sur un autre registre aujourd'hui que celui qu'on a entendu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'on m'a invité à parler de la vision d'un universitaire ou de l'université pour le plan de développement de Montréal. Et là-dessus, je voudrais donc traiter du sujet, déjà en partant d'un constat relativement
n'est pas brutal, mais relativement simple. Quand on regarde dans ce plan de développement, l'université, les domaines du savoir, les institutions du savoir sont très peu présentes. Si je reprends juste l'occurrence des mots, université arrive une fois, savoir 4 fois, éducation 2 fois, ce n'est pas un reproche, c'est une constatation. Et donc, dans le titre que je me mettais lorsque j'écrivais, j'ai marqué « Métropole universitaire et culturelle en plan ». Et le en plan, ça dépend de la façon dont on l'interprète. Ça veut dire mis de côté ou au contraire dans le plan. Je pense qu'on peut difficilement imaginer que un plan de la Ville de Montréal, Montréal métropolitain, puisse se faire sans les universités. Et là-dessus, je voudrais parler quelques minutes des universités en tant que telles. Déjà pour dire que le poids économique des universités est considérable. Marcel Côté, au cours d'une réunion de la Chambre de commerce il y a 2-3 mois, en février, avait fait une présentation que je ne voudrais pas faire aujourd'hui sur le poids économique de la Ville de Montréal et en soulignant effectivement qu'on est à peu près à un peu moins de 200 000 étudiants, 20 viennent de l'étranger. Ces gens-là ont une contribution économique majeure. Quand on regarde en termes d'emploi, c'est important. Quand on regarde par rapport au PIB métropolitain, on voit bien effectivement que ça se compare facilement à des grandes filières industrielles autour de Montréal. Et donc, dans ce sens-là, cette démonstration, elle est faite. Mais je voudrais mettre l'accent sur d'autres dimensions rattachées à l'université. Si on voit l'université jusque dans ses effets ou dans son impact sur la vie économique, c'est une réalité. C'est une réalité sur laquelle il faut compter, mais il y a d'autres éléments sur lesquels il faut peut-être insister. Et pour aborder cette question, je voudrais citer 3 exemples pour un peu brouiller les pistes par rapport à une vision un peu, un peu utilitariste des universités par rapport à l'économie. Premier exemple que je mentionnerai, c'est de souligner l'importance stratégique de la recherche fondamentale. Vous savez que l'un des fondateurs de Research in Motion qui a financé à hauteur de, jusqu'à maintenant en tout cas, de 125 millions l'Université Waterloo. Et son idée de base, c'est non pas de faire une 2e, une 3e ou une 4e génération de BlackBerry. Son idée de base, c'est de développer la recherche fondamentale dans cette université. C'est de faire en sorte que Waterloo ne soit pas, et la région ne soit pas le Silicon Valley, mais ce soit le Data Valley du Canada et particulièrement de l'Ontario. Et donc, il investit dans les sciences fondamentales et dans les mathématiques pures, ce qui, pour lui, est la meilleure façon de faire repousser les frontières de la connaissance. Les retombées, donc, sont très positives à l'heure actuelle pour l'Université de Waterloo, en termes de positionnement, etc., mais elles ne pourront être jugées que sur une échelle de temps d'une 20aine d'années, en fait. Donc, il y a cet élément qu'il faut considérer comme étant particulièrement important rattaché à l'université, c'est-à-dire l'échelle de temps et le genre de travail qu'on y fait. La deuxième chose, c'est l'amélioration des conditions sociales de vie de notre environnement. Et je vais citer ici la même réunion à laquelle je faisais allusion, Michel Thibodeau de Guire, qui a dirigé longtemps Centraide et qui parlait justement du quartier Saint-Michel et qui montrait que ce quartier Saint-Michel, c'est réorganisé, réapproprié à l'aide justement de sociologues, de leaders, de spécialistes en leadership rassembleur et qu'aujourd'hui, si on a 80 animateurs qui ont été formés et 29 quartiers qui travaillent avec des formes de concertation très poussées, ben c'est à cause effectivement, ou grâce plutôt qu'à cause, des sociologues ou autres spécialistes auxquels on a fait allusion à l'instant. Troisième exemple, c'est ce que j'appellerais la fécondation ou la combinaison inattendue des expertises. Exemple très pratique, dans une université, on veut rénover la bibliothèque et donc, ce faisant, on fait appel à une entreprise spécialisée dans la programmation technologique pour l'espace public pour retravailler à cette occasion d'une rénovation, travailler sur la redéfinition de l'environnement d'apprentissage, l'environnement de consultation, de collaboration, même de travail individuel avec les outils de demain et dans un concept créatif. Et la personne qui vient pour faire le travail, pour évaluer les besoins, etc., ce n'est pas un technologue, c'est un anthropologue. Et qui fait, à partir d'une démarche qui est tout à fait typique de l'anthropologie, une définition des besoins pour demain et avec, effectivement, les outils technologiques qui vont pouvoir être en phase avec cette société qui est en train de se développer. Je retiens ces exemples. Pourquoi? Parce que
On comprend bien que la formation hautement qualifiée qui est offerte à l'université a un impact majeur sur les activités économiques et sur l'industrie ou sur les laboratoires de haute technologie, mais il faut aussi garder en tête que ces formations de haut niveau sont en phase avec le développement de la société, voire la devance. Et cela, je pense, est juste. Et là-dessus, j'ai envie de vous parler un petit peu de l'université parce que je pense que c'est un monde que l'on connaît mal ou qu'on connaît de l'extérieur. En fait, l'université, et j'en viens à la question du développement de la Ville de Montréal, l'université produit un capital humain qui est riche et divers. C'est une communauté d'individus hautement qualifiés, créatifs et inventifs. C'est aussi une communauté d'agents qui sont des agents du changement, qui façonnent le milieu de nos vies et de nos institutions. C'est des gens qui travaillent aussi bien, pas les mêmes personnes, mais dans une perspective de démarche fondamentale que dans une perspective de démarche appliquée, avec des protocoles qui sont conséquents pour chacun. C'est des gens qui sont inspirés ou qui sont motivés de façon très différente. Certains veulent, par scepticisme ou par esprit critique, ou autrement par simplement vouloir faire avancer la connaissance. Certains veulent remettre en cause les certitudes, bouleverser les repères, les paradigmes. D'autres ont plutôt, je prends un spectre qui est assez large et assez caricatural, d'autres veulent plutôt, mais ont une volonté d'instrumenter mieux les capacités de faire ou les usages pour une application immédiate. On peut dire aussi que ce sont des gens qui ont des ambitions et des échelles de temps qui sont très différenciées. Et une seule évocation permet peut-être de l'exprimer. Le chercheur en mathématiques pures n'a pas la même échelle de temps que son collègue immédiat de la porte d'à côté qui est en actuariat. L'université, donc, c'est aussi l'ensemble de ces éléments, mais il ne faut pas oublier que l'université est une institution culturelle. Et cette notion d'université comme institution culturelle, elle est souvent méconnue. Donc, sur cette question, il faut insister, je pense, sur cette dimension et je veux arriver à l'impact de l'université en termes de son impact sur la composition de la société. Au-delà des caractéristiques donc, de la part du milieu universitaire, l'université, c'est une vaste communauté de professeurs, d'enseignants, de chercheurs, de travailleurs hautement qualifiés, de créateurs, d'étudiants et souvent d'étudiants étrangers. C'est donc une population qui imprègne notre tissu social et qui le façonne. C'est une population qui a une présence avec des groupes socio-professionnels très diversifiés, qui a une présence qui est à la fois massive et qui a un impact en termes de milieu de vie. C'est un ensemble, donc, qui devrait être une composante majeure dans le développement métropolitain. Nous avons à Montréal, et je ne vais pas rentrer dans les débats un peu théoriques de ce secteur, je fais juste mention, nous avons les éléments essentiels de ce qu'on appelle souvent une Creative Knowledge City, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui font partie des composantes pour dynamiser les villes à l'ère du 21e siècle. Et donc, on pourrait, je pense, considérer que, en regardant ce qui se fait ailleurs, mais mettre l'accent sur ces principales caractéristiques qui sont rattachées à une Creative Knowledge City. Je plaide pour qu'effectivement, on puisse considérer Montréal comme étant un espace métropolitain de l'innovation, de l'inventivité, de la créativité et des passerelles entre les milieux. Voir et imaginer, incarner le fait qu'on soit une ville qui bouge, qui surprend, mais aussi qui aime ses créateurs. On en a évoqué rapidement tout à l'heure, faire en sorte que nos créateurs aient des conditions d'existence, de vie, des repères et l'ensemble des moyens les plus favorables pour permettre d'exprimer leur génie, que ce soit de façon très ancrée sur l'entreprise ou de façon beaucoup plus gratuite par rapport à des activités lucratives. Misons donc, je dirais, sur la créativité et sur la passion. En ce sens, donc, si on veut une métropole forte, je pense qu'il faut travailler avec les universités, avec le milieu universitaire, avec l'ensemble des composants de la société qui sont liés directement ou indirectement au milieu universitaire, par la suite dans leur milieu professionnel. On peut imaginer, ou on pourrait imaginer, et je vais terminer là-dessus, on pourrait imaginer très bien qu'une politique gouvernementale provinciale puisse prendre pour acquis le fait, et comme une donnée de base, le fait que Montréal est la principale ville de recherche au Canada,
que c'est la première ville au Canada en termes de ville universitaire, la deuxième en Amérique du Nord, et considérer que cette réalité, ce qu'on indique par ces classements ou ces indications, que c'est une donnée qui devrait faire partie de la politique universitaire. On a des politiques pour favoriser les universités en région. J'ai absolument rien contre le fait de favoriser les universités en région, au contraire. Est-ce qu'on peut intégrer l'idée que, dans notre politique universitaire, qu'on puisse mettre l'accent sur une politique qui mise sur cette force capitale de Montréal, ville universitaire, mais aussi ville de culture? Là-dessus, évidemment, on peut imaginer que des interventions externes puissent faciliter la chose, mais je pense qu'il faut, d'une certaine manière, le vivre de cette façon à Montréal et avoir les appuis publics qui vont dans cette direction. J'aurais voulu parler de la ville en réseau, mais je vais me limiter à ces remarques. Merci beaucoup, M. Wourmy. Alors, vous avez dit une ville qui bouge, qui surprend et qui aime ses créateurs. Monsieur Bellavance, à vous. Alors, bonjour tout le monde. Je vais remercier, en commençant, remercier l'Office de consultation publique de m'avoir invité à venir parler du leadership de Montréal, mais plus particulièrement sous l'angle du développement social. Je dis merci parce qu'on ne peut pas dire que le développement social soit souvent pris en compte lorsqu'on aborde des grands enjeux de Montréal, les grandes stratégies montréalaises. J'étais ici hier lors de la présentation du plan de développement de Montréal. J'ai écouté les conférences de tout le monde tout à l'heure. Et si rapidement et facilement, on est d'accord sur une vision généreuse et large de Montréal qui comprend une ville solidaire, une ville qui est progressiste. Par contre, quand on arrive concrètement dans les éléments de plan d'action, on a un peu plus de difficulté à trouver des priorités qui soient chiffrées, ciblées, et on le constate également dans le plan de développement de Montréal. Souvent, le développement social est effleuré. On parle d'économie, oui, on parle d'environnement, oui, on parle de culture, on parle de transport, on parle beaucoup de gouvernance, on en entend parler aussi ce matin, mais le développement social, non. L'aspect social, non. Et je trouve ça étonnant parce que le développement social, c'est quand même un des piliers du développement durable qui semble pourtant au cœur de toutes les politiques montréalaises, dont le plan de développement de Montréal. Ce développement qu'on souhaite durable, on le veut bien évidemment pour les personnes en premier lieu. On ne le veut pas pour les boulons qui vont être fabriqués dans une usine ou pour le complexe Turcot. On le veut pour que les gens qui habitent Montréal aient une vie de qualité, aient des bonnes conditions de vie, un bon cadre de vie et puissent finalement trouver leur petite parcelle de bonheur dans leur vie. Alors, d'entrée de jeu, mon premier message, c'est de vous dire qu'il faut tenir davantage compte du développement social dans les discours, dans les orientations, dans les stratégies, dans les actions de la ville de Montréal et de Montréal, la métropole aussi. Et à mon avis, il y a un manque de leadership à ce niveau-là, des autorités montréalaises et de l'ensemble du milieu montréalais sur le développement social. Alors, moi, je vous pose une question, c'est quand la dernière fois que vous avez vu des leaders montréalais sur la place publique assumer un leadership en matière sociale, s'adresser aux autres gouvernements, par exemple, pour demander quelque chose en matière sociale? C'est quand même assez rare. Vous pourrez me répondre tout à l'heure, si vous avez un exemple. Mais qu'en est-il de ce développement social-là à Montréal? Bien, premièrement, c'est déjà une compétence de la Ville de Montréal. Suite aux fusions, on a donné cette compétence-là à la Ville de Montréal. Je vous le rappelle, l'article 87 dit que la Ville a des compétences, des obligations, des pouvoirs particuliers dans les domaines suivants, dont le deuxième qui est nommé dans la Charte de la Ville de Montréal, c'est la promotion économique et le développement communautaire, culturel, économique, social et en matière d'environnement et de transport. C'est ce qui nous donne d'ailleurs le plan de développement de Montréal aujourd'hui, parce que c'est une conséquence de cet article-là dans la Charte de Montréal. Parce qu'il y a une obligation donc de faire ce plan. Et les arrondissements, une compétence de soutenir le développement économique, le développement social et le développement communautaire et culturel. Donc, la Ville a hérité à ce moment-là d'une compétence. On peut dire que elle s'est retrouvée avec cette compétence-là, mais les modalités de cette compétence-là, ou la finalité, les objectifs, ou comment on va l'organiser, cette compétence-là en développement social, ça, c'était un peu laissé à la merci des grandes municipalités.
Alors, certaines ont choisi des voies d'une politique en développement social. Je pense à Gatineau, Trois-Rivières, Sherbrooke, qui ont publié des politiques en développement social, mais ce n'est pas le cas de Montréal. Gatineau, par exemple, a donc adopté une politique en développement social pour répondre à cette obligation-là du législateur, en visant l'adoption de cette politique-là, c'était pour se donner un outil pour mieux ancrer l'action de la ville en matière de développement social. Mais à Montréal, il n'y a pas de politique spécifique en développement social. On a une politique du transport. Si on se réfère à l'article que je vous ai lu tantôt, les éléments qui étaient dedans dans le plan qu'on veut faire maintenant, le plan de développement de Montréal, on a une politique du transport, on a une politique culturelle, on a une politique économique, on a une politique de développement durable, mais on n'a pas de politique en développement social. Même l'arbre, sa politique à Montréal, mais on n'a pas de politique en développement social. Il y a des arrondissements, par contre, qui commencent à en faire, et ça, c'est intéressant. Il y a quelques arrondissements à Montréal qui ont produit des plans de développement social, et ça pourra aider peut-être à construire quelque chose éventuellement. C'est sûr que ces politiques sectorielles-là permettent d'améliorer la qualité de vie des gens, qui est l'objectif du développement social, mais il n'y a pas de vision globale. Je reviens un petit peu à ce que M. Baudet disait tout à l'heure. Il n'y a pas de vision globale dans le plan intégré. Hier, on nous disait que c'est une vision intégrée. Moi, je pense plus que c'est une vision où on a une somme des plans sectoriels, mais elle n'est pas nécessairement globale et intégrée. Les tables de quartier, vous en avez parlé tout à l'heure, les tables de concertation dans les quartiers, ça, c'est une initiative intéressante à Montréal, originale, qui est financée par la Ville de Montréal, la Direction de santé publique et Centraide, qui fonctionne justement de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on établit donc un portrait, un diagnostic, des priorités d'action, on en choisit, on rassemble l'ensemble des secteurs du milieu pour atteindre des objectifs. On va se dire tout de suite que les moyens ne sont pas à la hauteur des problèmes qu'il y a dans les quartiers, mais ça donne donc une espèce de... Et il y a un suivi aussi à la suite. Donc, il y a une façon de fonctionner que moi, je pense qu'on ne retrouve pas dans le plan de développement de Montréal. Ensuite, je voudrais vous parler aussi de ce que Montréal peut faire en développement social. Je vais y aller très brièvement. C'est parce que moi, je suis un petit peu tanné d'entendre que Montréal ne peut pas rien faire et que ça relève uniquement des paliers supérieurs de gouvernement. Il y a plusieurs qui se questionnent et qui se demandent pourquoi Montréal, justement, a cette compétence-là. Pourquoi Montréal devrait occuper le champ social? Bien, moi, je dis qu'il doit le faire parce que, premièrement, c'est une compétence. Il y a un espace à occuper, il doit être original pour l'occuper. Est-ce que ça va être dans le cadre du plan de développement? Je ne le sais pas. Je disais tout à l'heure qu'il y a une somme de politiques sectorielles, mais il n'y en a pas en développement social. Alors, est-ce qu'on profite de ce moment-là pour l'élaborer? C'est possible. Ensuite, Montréal se targue d'être une métropole. Une vraie métropole ne peut pas laisser le champ social de côté. En tout cas, si on regarde sur la planète, quand on est une métropole, on se préoccupe des conditions sociales des gens, évidemment. Et il y a des responsabilités supplémentaires en tant que métropole. Il y a plus d'itinérance, c'est la principale porte d'entrée des personnes immigrantes. Il y a une richesse qui est là, mais aussi des défis de la redistribuer. On accueille les gens des autres régions. Donc, il y a des éléments qui caractérisent une métropole et qui doivent aussi être tenus en compte. Montréal a 30 de personnes à faible revenu, 40 de travailleurs à faible revenu, puis Montréal affiche un des taux de pauvreté les plus élevés au Canada. Alors, mon deuxième message, c'est de vous dire que Montréal va être pleinement une métropole que le jour où elle assumera pleinement son leadership aussi en matière sociale. Et il ne s'agit pas ici de remplacer les autres paliers de gouvernement qui font les grandes politiques sociales, les mesures de soutien aux revenus, etc. Mais il y a quand même des éléments de conditions de vie qui touchent la ville de Montréal et Montréal a des outils pour agir, en fait. Alors, Montréal peut premièrement se doter d'une vision globale, de cette vision transversale du développement social qui va au-delà des politiques sectorielles, qui pourrait même, à la limite, contenir des mesures un peu comme il a été adopté au gouvernement du Québec, des mesures qui n'appauvrissent pas les gens. Moi, je pense, par exemple, à l'accès aux services. On a eu toute la question du jardin botanique récemment, où c'était très difficile en termes de tarification maintenant pour les gens qui habitent dans le secteur, qui veulent utiliser, donc aller se promener au jardin botanique. C'était plus difficile à cause des mosaïcultures. Donc, il y a tenir en compte, ne pas empirer les choses, finalement, et tenir en compte de la situation des gens les plus défavorisés. 2 minutes, et Mme Roy. C'est ça. Donc, la deuxième chose que Montréal peut faire, c'est qu'il y a évidemment des interventions qu'elle fait déjà et elle peut en faire davantage. Le pourcentage du budget de la Ville de Montréal qui est consacré spécifiquement au développement social est très peu élevé. Le pourcentage, on entendait tantôt, qui est à la culture est peu élevé, mais le développement social est moins élevé encore. Alors, je pense que la Ville de Montréal peut en faire plus.
et peut soutenir aussi plusieurs pratiques innovantes. Je parlais des tables de quartier tout à l'heure, mais il y en a d'autres pratiques innovantes à Montréal. Il y a toute l'économie sociale, il y a l'économie locale aussi. Donc, il y a des réseaux environnementaux aussi qui ont développé des initiatives intéressantes en termes d'impact sur le cadre de vie dans les quartiers, et la Ville peut donc s'appuyer sur ces réseaux-là et les soutenir davantage. Montréal peut aussi agir en leader politiquement aussi. Alors, je donne un exemple, c'est-à-dire, on parlait de chômage tout à l'heure, avec les changements qu'il y a au gouvernement fédéral en matière d'assurance chômage et qui touchent les travailleurs saisonniers. Je l'ai dit tantôt, il y a plusieurs travailleurs à faible revenu à Montréal. Montréal peut aussi, même si ce n'est pas dans sa juridiction, jouer un rôle de leader très important pour être plus actif pour aller défendre justement les conditions de vie de l'ensemble de sa population, mais de la population les plus défavorisées. Alors oui, il faut s'occuper des trous, des nids de poules, des trottoirs et tout ça, mais le trottoir qui est réparé, il améliore une partie de la qualité de vie, du cadre de vie, mais avoir un toit sur la tête, avoir accès à la culture, avoir accès aux loisirs, ça améliore aussi fondamentalement la vie du citoyen montréalais. Alors, en conclusion, si vous me permettez 2 petites minutes, oui. En conclusion, bien, je me disais, est-ce que le plan de développement de Montréal va plus loin? Est-ce qu'il lui permet d'aller plus loin sur le plan social? Je l'ai dit tout à l'heure, et puis ça, on l'a reconnu aussi dans les derniers mois, le plan de développement de Montréal, dans sa vision, mentionne et a une préoccupation pour que Montréal soit une ville inclusive et solidaire. Et ça, on le reconnaît, c'est très intéressant. Maintenant, dans le plan, dans les éléments du plan, je lisais hier dans le journal Métro, il y avait un article sur les investissements que le plan de développement de Montréal va amener à Montréal. Évidemment, on parlait de la réfection des réseaux d'eau et de voirie, des grands projets urbains. C'est un montant, si je me rappelle bien, de 3,5 milliards pour les 3 prochaines années. Mais là-dessus, il y a 14,6 millions en soutien pour les secteurs défavorisés à Montréal. Alors, je pense que c'est vraiment trop peu. Et je pense aussi, quand on regarde le plan d'action du plan, on voit qu'il y a des éléments qui sont extrêmement, je l'ai dit tantôt, pointus, des cibles précises. Par contre, quand on regarde la question du logement, on fait une liste des programmes qui existent. Quand on regarde la question des interventions dans les secteurs défavorisés ou sur les problématiques urbaines, on nomme l'itinérance, on nomme les jeunes, on nomme les personnes immigrantes, on nomme la revitalisation dans les quartiers, mais on ne chiffre rien. Il n'y a aucune cible pour dire, bon, dans les 15-20 prochaines années, qu'est-ce qu'on veut atteindre. Alors voilà, je vais terminer avec ça. Nous, on espère que les éléments sociaux vont être plus présents dans le plan de développement de Montréal et surtout dans les plateformes politiques des prochains partis, des partis qui se présentent pour la prochaine élection. Voilà. Merci beaucoup, M. Bellavance. Alors, toute la question des solidarités, on y reviendra tout à l'heure. Monsieur Paquette, alors vous êtes le dernier, oui, mais oui. vous allez ramasser tout ça. Malheureusement, On vous écoute. Ça ne sera pas moi qui va ramasser tout ce qui vient d'être dit, mais j'ai bien confiance que vous allez le faire. D'accord. Alors, ça a été mentionné que j'avais été secrétaire général de la CSN, mais avant d'être secrétaire général de la CSN, j'ai été président du Conseil central de Montréal de la CSN au milieu des années 80. Et à cette époque-là, on a vécu une situation qui avait été assez traumatisante pour le milieu syndical. C'était la première grande crise, grande récession au début des années 80. Je me souviens que les métallos, par exemple, à la FTQ, avaient perdu la moitié de leurs membres. Alors, ça a été un choc. Et s'étaient mis en place des comités de relance de certains secteurs de Montréal. Alors, j'ai participé au comité de relance de l'économie et de l'emploi de l'Est de Montréal et du Sud-Ouest de Montréal. Les taux de chômage étaient de 14 % pour l'ensemble de la région, mais dans ces quartiers-là ou ces secteurs-là, ça pouvait monter jusqu'à 16-17 % Et il y avait eu des licenciements massifs. Alors, quand je regarde au milieu des années 80, une espèce de changement de cap au plan économique et social à Montréal. Rappelez-vous, non seulement il y avait ces comités de relance où pour la première fois, des élus municipaux, des professionnels des différentes municipalités
du gouvernement du Québec, du gouvernement fédéral, des différents syndicats, des milieux patronaux s'assoyaient ensemble, ce qui était quand même assez novateur et qui a amené d'ailleurs à la CSN à tout un débat qui a duré jusqu'au début des années 90. Et non seulement il y avait ces comités de relance-là, mais en plus, rappelez-vous que M. Drapeau avait organisé le premier sommet économique de Montréal. Et parce qu'on sentait justement le besoin d'une prise en charge régionale. Et je pense qu'il faudrait avoir dans ce plan de développement de Montréal un peu cette même volonté de prise en charge du développement économique, du développement social de Montréal, parce qu'il faut se rappeler que le taux de chômage est encore autour de 10 à la ville de Montréal. Et quand on avait ce sentiment d'urgence au milieu des années 80, il était à 12,5 %. Alors, c'était quand même pas, disons, la situation actuelle n'est pas particulièrement rose au plan de l'emploi, et c'est pourtant un sujet qui est pratiquement absent des débats politiques, des débats dans notre société. Et les 2 derniers mois ont montré aussi la fragilité de la situation de l'emploi à Montréal. Vous savez qu'on a perdu autour de 10 000 emplois au cours du mois de mars et du mois d'avril. Alors, donc, à mon sens, il faut que l'emploi soit au cœur du plan de développement de Montréal. Et ça, on ne peut pas compter strictement sur un bon aménagement. Évidemment, c'est une condition sine qua non, mais il faudra plus que ça. Peut-être même une politique du développement économique et de l'emploi pour Montréal pour être capable de faire les revendications nécessaires auprès à la fois du gouvernement du Québec et du gouvernement d'Ottawa. Un élément aussi très important pour moi, c'est que l'emploi, c'est à la jonction du social et de l'économique. Et donc, ça permet des convergences importantes. Bon, on mentionnait que les taux de pauvreté sont très élevés à Montréal. Une façon de sortir les gens de la pauvreté, c'est évidemment qu'ils aient accès à l'emploi. Ce n'est pas toujours possible. Je sais qu'il y a toutes sortes de contraintes qui peuvent exister, mais il n'en demeure pas moins que d'avoir accès à l'emploi, c'est un moyen, peut-être pas toujours suffisant, mais de sortir de cette pauvreté. Si on parle de l'immigration récente, on parle à peu près du quart de la population de Montréal, la possibilité de travailler, c'est un moyen très fort aussi d'intégration à la société d'accueil. Et je pense que les Suédois se sont réveillés la semaine dernière sûrement avec un gros mal de tête parce qu'ils n'ont pas fait suffisamment d'efforts concernant l'emploi chez les jeunes immigrants. Et on a vu ce qui s'est passé au cours des dernières semaines. Alors, encore une fois, il faut que l'emploi soit au cœur du plan de développement de Montréal. Et il faut reconnaître que l'économie montréalaise progresse, mais ne progresse pas suffisamment. Je diverge un peu d'opinion avec Marcel Côté. Moi, je pense que la grande région de Montréal demeure le moteur économique du Québec. Et si le Québec a des problèmes, c'est en grande partie parce que Montréal a des problèmes. Et c'est vrai aussi pour nos couronnes nord et nos couronnes sud. La diversité des activités économiques de Montréal est remarquable. Alors, vous savez que c'est la métropole, enfin, la grande ville canadienne où il y a la plus grande diversité en termes de secteurs d'activité économique. Et je pense qu'on doit maintenir ça. Dans le plan de développement de Montréal, on parle de 3 pôles. Et ces pôles-là doivent effectivement être renforcés. Même si on s'aperçoit, ça a été mentionné dans des documents de la Ville de Montréal, qu'il y a une certaine dispersion de l'emploi sur l'ensemble du territoire montréalais, il n'en demeure pas moins qu'il y a 3 pôles majeurs qui concentrent des industries qui sont assez semblables. Alors, par exemple, tout ce qui est la base industrielle traditionnelle se retrouve beaucoup dans l'est de Montréal. Et c'est encore vrai, là, si on parle par exemple de la métallurgie, de l'agroalimentaire. Ces industries-là, actuellement, souffrent beaucoup de la surévaluation du dollar canadien. Alors, ils ont besoin d'un appui particulier. Moi, j'espère que le nouveau gouverneur de la Banque du Canada va être plus sensible que l'ancien à la réalité des exportateurs québécois et canadiens, puis c'est vrai aussi pour Montréal. On trouve au centre-ville des services spécialisés, beaucoup des services aux entreprises, des grandes institutions universitaires, des institutions culturelles aussi, mais ces institutions-là dépendent du dynamisme de l'économie de la grande région de Montréal et de l'économie nord-américaine. Alors, on ne pourra pas développer un secteur de services spécialisés si les autres secteurs sont en difficulté. Et le troisième pôle, qui est plus à l'ouest, c'est la haute technologie. Et ça a été mentionné, l'aéronautique, le biopharmaceutique, le multimédia, bon, l'aérospatial. Mais il faut reconnaître que c'est particulièrement l'aérospatial et le pharmaceutique sont actuellement en situation très fragile. Surtout le pharmaceutique. Et il y a, à mon sens, une réflexion à faire sur
la politique qu'on doit développer pour ce secteur-là. Bon, pendant longtemps, je n'irai pas très loin là-dedans, là, mais on a beaucoup tablé sur les produits originaux. Il semble que maintenant, le générique est pratiquement aussi, sinon plus important dans la grande région de Montréal qu'en Ontario. Donc, bon, le gouvernement du Québec a posé des gestes, d'ailleurs, au dernier budget à Québec, mais il faut revoir une politique du pharmaceutique. Même chose pour l'aéronautique. Il y a un gros problème au plan de la sous-traitance et puis des petites et moyennes entreprises dans ce secteur-là qui n'ont pas accès à des crédits d'impôt pour la recherche et le développement, par exemple, parce que les programmes sont pensés pour des entreprises comme Bombardier, mais tous les sous-traitants, eux, ont beaucoup de difficultés à pouvoir suivre le train et ça risque à terme de nous causer de gros problèmes. Alors donc, je mentionnais que c'était une force, la diversité économique de Montréal. Et moi, à mon sens, il faut s'assurer que l'industrie de la fabrication demeure présente à Montréal. D'ailleurs, on s'est aperçu que cette industrie de la fabrication a un effet multiplicateur souvent beaucoup plus important que les industries de services. Et aux États-Unis, vous le savez, il y a un effort très, très important de réindustrialisation de l'économie américaine. Parce qu'on s'est aperçu, en particulier avec la grande récession, qu'il y avait une faiblesse de ce côté-là, qu'on laissait aller. Mais là, il y a des efforts vraiment concertés pour réindustrialiser une partie de l'économie américaine. Il s'est créé 1 demi-million d'emplois depuis 2010 dans le secteur manufacturier aux États-Unis. Alors, c'est quand même pas rien. Si on regarde les grands constructeurs automobiles, GM, Ford, Chrysler, on aurait pu laisser tomber. Les gouvernements américains, comme le gouvernement canadien d'ailleurs, sont intervenus et ils ont regagné les parts de marché qu'ils avaient perdues en Amérique du Nord. Donc, ça prend un effort réel pour s'assurer de développer ce secteur de la fabrication. Et d'ailleurs, quand on regarde globalement dans la grande région métropolitaine, il y a à peu près le même nombre d'emplois dans le secteur de la fabrication. Il y en a qui ont quitté, évidemment, le territoire montréalais pour aller vers la couronne nord ou la couronne sud. Mais globalement, c'est un secteur qui demeure très fort. De mémoire, là, il y a à peu près 150 000 emplois dans ce secteur de la fabrication sur le territoire montréalais. C'est 14 % de l'emploi, donc ce n'est pas négligeable et il ne faut pas laisser tomber ça. Et encore une fois, souvent les statistiques nous présentent un portrait un peu faussé de la réalité. Alors moi, je donnais cet exemple-là. Là. C'est un vieil exemple, mais je trouve qu'il parle bien de ces déplacements d'emploi. C'était la carrière Francon, qui est maintenant à Lafarge, qui est d'ailleurs la seule carrière en milieu urbain, je pense, dans le monde développé, mais je pense qu'on vit bien avec. Il y avait 1000 travailleurs au milieu des années 70. Il en restait à peu près 200 à la fin des années 90, mais cette carrière-là, c'est tout simplement, la stratégie de l'entreprise a été de se départir de tous les services comme le service de la paye. Donc, ces emplois-là qui étaient liés au secteur manufacturier sont maintenant considérés comme des emplois dans le service, dans le secteur des services aux entreprises. Les camionneurs qui étaient à l'embauche de Francon sont devenus des camionneurs artisans. Et ce sont toujours considérés maintenant, ce sont toujours des emplois, mais considérés dans le secteur tertiaire alors qu'ils étaient considérés dans le secteur secondaire. Donc, les pertes d'emplois dans le secteur secondaire ou dans le secteur de la fabrication ne sont peut-être pas aussi importantes que ce que les chiffres laissent entendre. Et donc, encore une fois, si on veut maintenir ces emplois-là, il faut s'assurer que le secteur de la fabrication soit présent. Je termine, puis j'arrête avec ça. Il y a un problème aussi au plan de la concertation. Je vous parlais au milieu des années 80 qu'il y a eu un tournant à cet égard-là dans les relations, en particulier patronales syndicales. Je me rappelle, le rapport du CREM, du Comité de relance de l'Est, devait s'appeler une volonté politique. Donc, on s'adressait au gouvernement supérieur pour leur dire « venez à notre aide ». Et finalement, le titre a été « se prendre en main ». Et je pense que concernant la concertation à Montréal, mais pas simplement à Montréal, avec les modifications que le gouvernement du Québec a faites, par exemple, au Conseil régionaux de développement, les modifications de mandat pour ce qui est des centres locaux d'emploi, on a dénaturé un peu ce dynamisme au plan de la concertation. C'est devenu beaucoup trop institutionnalisé. Et quelqu'un mentionnait, dans le suivi du plan de développement de Montréal, il y a peut-être une occasion là, de réactualiser, revamper cet esprit de participation, de démocratie participative, qui me semble essentiel pour être capable de surmonter les problèmes qui sont ceux de Montréal comme métropole. Alors moi, c'était mon message, celui de l'emploi. Merci. Merci beaucoup, M. Paquette. Bon, alors,
Sans prétention hein, de faire la synthèse de tout ce qui a été dit, je voudrais simplement relever quelques mots utilisés par chacun de nos panélistes et ensuite faire appel à vous, à vos questions, au dialogue qui pourrait s'établir avec eux. M. Landry a parlé, numéro 1, productivité. Et il faut être optimiste, mais pensons productivité. Gérard Baudet a dit il faut s'imposer à l'échelle métropolitaine, la vraie échelle métropolitaine. Accepter de sortir de l'île et regarder, développer une vision stratégique où Montréal reste le leader à l'échelle métropolitaine. M. Boismenu, au fond, nous a dit que la communauté universitaire elle devrait être au cœur de l'action à Montréal. On a une ville universitaire qui est très forte en recherche, et ce n'est pas le seul attribut de cette communauté-là. Il faudrait savoir la mettre au travail et aussi se coller à elle pour qu'elle devienne au cœur de l'action. M. Bellavance a parlé d'amélioration des conditions de vie de l'ensemble de la population. Montréal, au plan social, couvre des réalités que d'autres villes du Québec ne couvrent pas. Qu'on pense à l'immigration, à l'itinérance, qu'on pense à une plus grande responsabilité au niveau de la redistribution de la recherche, pas de la recherche, mais de la richesse, et la question de la lutte à la pauvreté aussi, qui est très important. Alors, établir des cibles, penser solidarité, penser amélioration des conditions de vie. Et M. Paquet nous parle à la fois d'une ambition pour Montréal de reprendre un certain leadership au niveau du développement économique, du maintien de la diversité économique, bien sûr, et il fait entrer deux éléments qu'on n'a pas vraiment vu apparaître dans les discours, à mon avis, depuis ce matin. La question de l'importance du secteur manufacturier. M. Côté n'en a pas parlé, que je sache. Ensuite, la question de, dans le pharmaceutique, toute la question de la sous-traitance, qui est quand même importante. Il y a beaucoup de petites entreprises là-dedans et tout ça. Et comment on fait, puis qui sont présentes à Montréal et dans la région de Montréal, comment on fait en sorte pour entretenir, quitte à faire des représentations auprès de niveaux de gouvernement supérieurs, pour que cette sous-traitance-là soit dynamique, soit vivante. Alors, est-ce que j'ai des gens qui veulent poser des questions? Je vous inviterai à venir au micro. Monsieur Gill, allez-y. Vous voulez bien vous nommer quand même? Oui, quand même. Quand même. Oui, bonjour, Daniel Gill, professeur à l'Institut d'urbanisme, comme Gérard. Moi, ce qui me surprend, c'est le manque de vision, le manque de perspective, le repli sur soi. Gérard a essayé d'avoir un regard un petit peu plus large, de développer Montréal par rapport à sa métropole. Mais l'enjeu, ce n'est pas de Montréal par rapport à sa métropole. L'enjeu, c'est de la métropole par rapport au reste du monde entier. C'est la mondialisation. Personne n'a parlé de mondialisation aujourd'hui. L'enjeu de Montréal, c'est comment on se situe par rapport au reste du monde, pas comment on se situe par rapport au 10-30. Notre concurrent, ce n'est pas le 10-30, c'est le reste de la planète. Déjà, j'ai vu très peu de regards là-dessus. On peut se penser très bon à bien des égards. On peut penser que le Québec a évolué. Mais quand on se compare à Toronto et à Boston, on n'a pas suivi le rythme, pas du tout. On est devenu ce qu'on était en 1967, à l'époque du maire Drapeau, une des villes les plus prospères en Amérique du Nord, une métropole internationale d'envergure. Les gens même de New York venaient magasiner à Montréal. Aujourd'hui, Montréal, c'est la dernière ville en Amérique du Nord dans les grandes métropoles. C'est ça la réalité. On nous arrive avec des solutions, mais on n'est pas capable de cerner les problèmes. Il faudrait vraiment cerner les problèmes. Quand ça se fait avec tout ce qu'on nous a dit, tout avec la richesse, avec tout ce qu'on avait, comment ça se fait qu'on traîne à l'arrière? C'est ça qu'il faut se poser la question. Comment ça se fait qu'on est en arrière? C'est à cause de notre fiscalité? C'est à cause de notre barrière linguistique? C'est à cause de notre obligation d'envoyer les enfants d'immigrants dans les écoles francophones? Où sont les questions, les problèmes qui font que Montréal ne réussit pas à sortir? Moi, je pense qu'il y en a un problème, personne ne l'a soulevé, c'est la connectivité. La réussite des villes a toujours passé historiquement par sa capacité d'être en lien avec le reste du monde. Et Montréal a perdu ça. En 1967, souvenez-vous, après les matchs de hockey, les joueurs partaient rapidement prendre le train pour s'en aller à Boston, à Chicago, à Détroit. On était en lien avec toutes les grandes villes du nord-est de l'Amérique du Nord par un système qui était à l'époque efficace, qui était le train. Un peu plus tard, on s'est retrouvé avec 2 aéroports. Maintenant, on n'a plus de train efficace. On y reste un aéroport, certaines disent, provincial et non pas de qualité métropolitaine. Et aujourd'hui, on n'est plus
capable de maintenir notre connectivité avec les villes extérieures du monde. On le sait, l'élite fonctionne rapidement, se déplace rapidement et déteste les transferts. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ne viennent pas à Montréal parce que c'est plus simple d'aller à Toronto. Il n'y a pas un autre transfert pour s'en venir à Montréal. On voyage de partout dans le monde, à peu près de Toronto, et pas nécessairement de Montréal. Donc, je vais essayer d'aller rapidement. C'est là-dessus qu'il faut travailler de la connectivité. Comment se fait qu'on ne parle pas dans une métropole du 21e siècle, alors que tout le monde se déplace de plus en plus? Personne n'a fait rapport à l'aéroport de Montréal. Un petit peu la connectivité entre l'aéroport et le centre-ville. Moi, on s'intéresse beaucoup avec le lien avec le 10-30, puis avec la banlieue, puis à Montréal, puis avec partout. Oui, ça, c'est des questions d'aménagement. Des questions de développement, c'est nous situer par rapport au monde entier, par rapport à la mondialisation. Puis à date, je n'ai rien vu de ça. Tantôt, on va parler des outils fiscaux, comment aller chercher de l'argent ailleurs dans l'État pour essayer de s'aider. Il n'y a personne qui parle de vraiment développement de la richesse, de connectivité avec le reste du monde, parce que c'est là la solution. Sinon, on va se faire dépasser par tout le monde, on va avancer, mais les autres vont courir plus rapidement. Bon, alors j'imagine que je vais avoir des réactions. Vous avez quand même parlé d'identité mondiale ce matin, pas dans... Je pense que vous n'étiez pas encore arrivé, M. Gill. Alors, donc, où sont les problèmes? Comment on peut cerner les problèmes? Et pourquoi on n'a pas parlé de l'aéroport de Montréal, des liens avec les métropoles? Monsieur Beaudet. Bien, je fais une référence avec la manière dont on nous a présenté le plan hier. Si vous avez remarqué, essentiellement, ce qu'on nous a dit, c'est qu'on avait des défis à relever. Personne n'a dit une seule fois le mot « il y a des problèmes à corriger ». Et ça, pour moi, c'est une manière de nier un certain nombre de choses incontournables. Et ce n'est pas par hasard que dans le plan, il n'y a aucun diagnostic. Aucun. Quand on nous dit hier, on va poursuivre sur la lancée des politiques pour garder les jeunes familles à Montréal, on a des données qui nous disent que ça a été un échec des 10 dernières années, cette histoire-là. Hier, on nous dit on va poursuivre sur la lancée. Hier, on nous dit le plan de transport est intégré dans le plan de développement. Il y a à peine 5 des initiatives placées dans le plan de transport qui ont été réalisées. Aucun bilan pour comprendre pourquoi on a fait si peu en 10 ans. On va poursuivre sur la lancée. Et donc, pour moi, là, il y a un os, c'est-à-dire cette incapacité ou cette absence de volonté d'identifier un certain nombre de problèmes sérieux et de se dire, bon, bien maintenant, là, si on avait une stratégie, on va cibler ce qui est le plus sérieux et non pas être complètement étalé sur à peu près tous les champs d'intervention possibles de la ville. Et effectivement, Daniel a raison, ce positionnement métropolitain, mais c'est pour ça que moi je disais, il faut qu'on regarde la métropole dans son ensemble. Parce qu'il y a des acteurs en dehors de l'île qui participent de ce positionnement, qui sont des acteurs clés. Mais actuellement, ils ne font pas partie de la gang. On les ignore complètement. Ça se passe sur une autre planète parce que c'est l'autre bord de la rivière des Prairies. Il faut qu'on accepte, à un moment donné, de tabler sur des choses, quelques pivots fondamentaux. Et le reste, ce qu'il faut faire, c'est s'assurer que tout le monde est redevable d'accrocher son wagon à la locomotive. Il ne faut pas penser que tout le monde est une locomotive. Monsieur Boismenu. Juste un mot. J'ai terminé un peu plus abruptement tout à l'heure, mais le dernier point que je voulais aborder, c'est la question des réseaux. Un petit peu de son, s'il vous plaît, pour M. Boismenu. Oui, allez-y. Réseau au sens, non pas simplement technique, infrastructure, connectivité, mais réseau aussi au sens des individus. Et il est tout à fait évident que si on prend le point de vue qui était le mien, qui est du point de vue universitaire, qu'on ne peut pas imaginer penser l'université, penser les relations que nous avons autrement que sur un plan mondial. Et dans ce sens-là, je pense qu'il faut, certains disent penser global, peu importe le slogan qu'on se donne, mais en fait, on ne peut plus se définir comme étant ici par rapport à d'autres. En fait, on est peut-être nous parmi les autres. Et en ce sens, il faut le poser comme étant quelque chose des relations qui soient à la fois fluides, l'interactivité qui soit immédiate avec le plus grand nombre d'acteurs. Et il n'y a pas de limite véritablement à ça. La question maintenant des infrastructures est tout à fait vitale. Infrastructures locales, mais aussi infrastructures par rapport au reste du monde et par rapport aux grands secteurs ou vecteurs des transports et de la communication. Je pense que c'est la question qui est abordée tout à fait centrale. Il faut effectivement se placer, et je pense que ce que je viens de souligner, c'est-à-dire qu'il faut poser la région métropolitaine de Montréal comme étant, je veux dire, un élément parmi un réseau ou parmi une toile beaucoup plus large. Il faut se définir par rapport à cette toile, et cette toile ne se limite pas aux frontières du Québec ou du Canada. Monsieur Landry. Bon, alors, la dernière intervention à ce micro est significative. Je le dis en tout respect. C'est bon de dire que ça va mal parce qu'on va travailler plus fort, puis ça aille bien, tout ça.
Mais à force de dire ça va mal, quand ça va bien, puis de ne pas voir les avantages, on s'auto-déprime. Quand on me parle de Toronto, j'ai fait un débat il n'y a pas longtemps au Royal Ontario Museum. Il y a un historien de pas très haut niveau intellectuel qui est venu dire « The separatists did ruin the Quebec's and Montreal economy ». Il en a mangé une maudite. À tel point que c'est moi qui ai eu les applaudissements. C'est quoi Toronto? Comparé à Montréal sur le plan intellectuel, il y a plus d'étudiants universitaires et de chercheurs à Montréal qu'à Boston. Boston, capitale intellectuelle planétaire. Ce qui est l'équivalent à Toronto. Toronto et l'Ontario, c'est une branch plant economy. Ford, GM, Chrysler, Toyota et la complicité du gouvernement fédéral pour avoir la finance. Un instant, là. Réveillons-nous. Est-ce que Toronto a des sièges sociaux de décision planétaire ultime, comme les 2 bombardiers aérospatial et matériel de chemin de fer? Est-ce qu'ils ont une firme comme CGI qui domine l'informatique nord-américaine et mondiale? Hein? Puis j'y ai dit en plus à ce con-là, avez-vous Céline Dion puis le Cirque du Soleil? Réveillons-nous, nom de Dieu. Je ne veux pas dire qu'on est parfait, là, mais on est bien placé pour gagner. Puis on gagne déjà largement. La culture ontarienne, qu'est-ce que c'est? Ils sont branchés sur la télévision américaine toute la journée, sauf for the journal. Ici, à la Radio-Canada, pour lequel je n'ai pas toujours une estime sans borne, mais fait du bon travail. Vidéotron fait du bon travail. Télé-Québec. Arrêtons de nous auto-dévaluer. Ça, on a un peu hérité ça des Français, hein? Mais les Français, quand ils parlent contre eux, ils ne se croient pas vraiment. Nous autres, quand on parle contre nous, on y croit. Bon, Est-ce que j'ai des réactions? Quelqu'un d'autre? Monsieur Côté, voulez-vous réagir à ça? Bon, d'accord. Bon, Monsieur Gill, juste un oui? petit doigt de réplique, parce que je me sens avisé un petit peu personnellement avec le genre de discours qu'on a tenu. Malgré tout ça, puis M. Côté pourrait le confirmer, Montréal est à peu près 30e ou 31e dans les grandes métropoles d'Amérique du Nord à plein d'indices économiques. C'est ça la réponse. 30e, pourquoi? Facteur économique. Tu n'as jamais lu Joseph Stiglitz? Je te le conseille, prix Nobel d'économie, qui dit que produit national brut, ce n'est pas la seule façon d'évaluer une ville ou une nation. Je ne dis pas que la ville de Montréal n'est Ensuite, pas une ville agréable à vivre. comparé. C'est pas ça que je dis. Montréal est une ville qui est plus agréable à vivre dans le monde, on le sait tous. Mais en termes de création de richesse, et c'est là l'enjeu, c'est notre capacité de créer de la richesse, c'est là qu'on a de la misère. Vous l'avez dit, on doit être productif, on doit être en mesure de créer de plus en plus de richesse parce qu'on est une population vieillissante. Ça, et c'est c'est ça pas l'enjeu, bon. c'est la création de la richesse. J'ai Et passé actuellement, ma vie- on n'est pas dans les leaders en termes de création de J'ai passé ma vie richesse. à ça. C'est Mais tout. regardons nos réalités, puis regardons nos victoires. Écoute, je vais te dire une chose qui va te choquer, là, tu vas être en maudit pour longtemps. Stiglitz a amené l'OCDE à faire un index du mieux vivre et du bien vivre. Et puis, sais-tu quelle est la position du Québec? Là, tu vas être en maudit après Dans moi. les meilleurs. C'est la première du monde. Ah oui. Et puis Montréal, c'est la métropole du Oui. Québec. Réveillons-nous. Oui, mais la nom de question est de Dieu. savoir combien de temps on va pouvoir supporter ça. C'est ça l'enjeu. Pardon? Combien de temps on va pouvoir supporter ça? C'est ça l'enjeu avec le vieillissement de la population. Et Oui, là-dessus, ça, on l'a dit. Mais le vieillissement, le Japon est pire, et puis il y en a d'autres qui sont pires. Mais avec la productivité qui est basée justement sur nos vertus, recherche, développement, université, on va battre le vieillissement. On va être plus vieux, on va être assis dans nos maisons de pension, et puis nos jeunes vont gagner 4-5 fois plus cher que nous autres. Ils vont payer pour notre hébergement, puis ils vont être plus heureux que nous. bon. Alors, voilà. Monsieur là-bas, oui. Vous nous rappelez votre nom? Robert Hatchley. Oui, allez-y. Fort. I have, Est-ce qu'on a un peu de son pour monsieur? I have 2 brief questions. Is this on? Oui. Yeah. One is for Monsieur Baudet. What I understood from your presentation is you think that the different elements of the metropolitan region should be better tied together
including by rapid transport. My question is this: how do you do that without encouraging urban sprawl with a negative effect to the city center? Bon, je vais répondre en français, sinon je ne me comprendrai Yeah, go pas moi-même. En fait, je n'ai absolument pas évoqué la question du transport à l'échelle métropolitaine telle que je l'ai présentée. Tout ce que je dis, c'est que la réalité métropolitaine telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle est le résultat à la fois des politiques, à la fois du laisser-aller, voilà son portrait. Et il faut en tenir compte. On peut prendre des décisions de poursuivre sur la lancée. On peut prendre des décisions d'essayer d'avoir une métropole qui va se reconcentrer un peu. Il y a toutes sortes de stratégies possibles. À l'époque de Montréal Horizon 2000, on avait souhaité, plutôt que l'éparpillement, de consolider les villes satellites manufacturières Saint-Jérôme, Saint-Jean, ce qui n'a pas été fait. On pourrait revenir sur ce principe-là. Donc, je ne dis pas qu'il faut équiper ce territoire-là en transport de manière à tout intégrer, parce qu'effectivement, actuellement, ça n'aura pour conséquence que de poursuivre une forme d'étalement qu'on n'a pas réussi à prendre en charge. Ce que je dis, c'est qu'au moins reconnaissons cette spatialité métropolitaine pour être capable de prendre des décisions qui sont à l'échelle de l'objet qui nous préoccupe, alors qu'actuellement, on le regarde très partiellement. Vous aviez une deuxième question. Okay, second question is for Monsieur Boismanieu. You talked about all the research and teaching that's going on in Montreal. My simple question is this: do you think that this research and teaching can be better leveraged, we can take more advantage of it to promote economic growth in Montreal? Is there a method, or are there ways to do this? I'm not sure I understand very well your question. Sorry? I'm not sure I understand very well your question. Jusqu'à quel point il est possible d'utiliser Non. la recherche? I know that, but there is no link, direct link between research and economic development. As simple as we think, recently we plan Pavillon des Sciences in Institut Tremont. Someone, a journalist, asked us, do you think that the Pavillon des Sciences will help to for the éclairage in the quartier Rosemont? We said no, it's not the kind of research we do, and it's the same thing for the example I took for Waterloo. If we ask the question, do we think that Waterloo, the research in pure mathematics can help directly Waterloo? It's not a direct link between research and the effect on the economic development. What I said is something like, we have research, we have applied research, and in the case of applied research, we have a link, direct link. When we have a chair on Ubisoft chair in computer science, we effectively contribute to the development for Ubisoft, but also more widely to what I can say that to the conception and the development for jeux vidéo, you know, and also in artificial mind. So it depends the genre, the type of research we do, and so it's very eclectic, and that's why the question is a little bit weird. If we want to establish a direct link, my purpose this morning was to emphasize that the fact that it's not as clear as we want, as we expect, and as we wish. Only one thing for the conclusion. I insist more on the kind of people we have around university, what we can say the grappe socio-professionnelle. We have a large version of specialists with expertise, and they have a way of life in relation with their characteristic. So, and I think there is an economic motor there, and we
can capitalize on that. And I just add one thing also. We have to consider that the mind, the mindsetting of a researcher is not as far as we think as an artist. We have inventivity. We try. The researcher goes in the new ways, etc., etc. So, in this sense, we have a characteristic of people who want a kind of way of life, an environment, a quartier, and a type of consumption. And also, there is an input for the quality of and the image of the the metropole in general. Just to explain, just if I might, a little bit what the point of my question was. I understand your point that there are different kinds of research, and not all of them are obviously linked to the economy. But for those kinds of research, whether in science or technology or biology or whatever, that do have some possible application, there might be ways of putting those people more in contact with people who might actually need their knowledge in the economy. We're talking about developing the new economy. Yeah. We do have examples, outstanding examples of that elsewhere. I mean, for example, the relation between Research in Motion and University of Waterloo, or between Silicon Valley and Stanford and Berkeley are two, you know. And it might be that we can do more to bring together people who are doing research on the one hand and people who are entrepreneurs seeking new technologies on the other. That's all. That was the point of my question, and I was just wondering if you'd thought about it. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Monsieur Beaumenu? I just want to say that I understand what you say now, but we don't exclude other type of expertise. For example, I just noticed that the anthropologist who works in the technical enterprise, you know. So we don't. I think it's not a good thing to emphasize only on. It's important. I think it's driving a little importantly the economy. But I just plea for the fact that other type of expertise, as people as an input, major input, and we don't see that if we just look about the increase of Garap Industriel precisely. Okay, that's my purpose. Thank you. Monsieur Rayside. Bonjour. Monsieur Landry, j'ai beaucoup aimé votre expression « s'auto-déprimer ». Okay, je vais retenir ça. Je n'avais pas entendu ça avant. Mais ma question n'est pas ça. C'est peut-être c'est une question qui peut à la fois s'adresser à ceux qui ont une histoire politique, mais aussi à Gérard Baudet. C'est toute l'attitude de le gouvernement du Québec et pas le gouvernement actuel depuis 50 ans. Par rapport à Montréal, et je réfère spécifiquement à l'île de Montréal et non pas la grande région. Et votre présentation, M. Baudet, c'était quand même fascinante. Mais l'attitude de Québec, moi, je suis très impliqué dans le réseau de santé. L'île de Montréal, sur l'ensemble de coupures de 200 millions pour tout le Québec, Montréal assume la moitié. Pourquoi? Parce que Québec considère que Montréal est gâté, plaignard, trop de ressources et gère mal. Alors on assume la moitié du poids, les coupures, pour l'ensemble du Québec. Ça, c'est l'île de Montréal. L'attitude du gouvernement du Québec depuis très longtemps, à mon avis, et je ne sais pas comment le soulever, c'est que quand on va parler des problèmes de diagnostic, ça veut dire que seulement il y a un état de situation à Montréal qui est peut-être dû à notre propre faute, puis on a peut-être les choses à faire mieux, mais l'attitude de Québec vers son métropole est épouvantable. Et que, quoi faire avec ça? Ça veut dire que c'est sûr qu'on peut bien continuer. Et d'ailleurs, je me plains de dire que je fais ce que le gouvernement du Québec n'aime pas. Mais de dire, il y a une manière de mobiliser. Quand la Gaspé est attaquée, toute la société civile, les élus, se ramassent à Québec et probablement ils amènent leurs animaux de compagnie. Ça veut dire que tout le monde est là.
essayer de créer une notion de solidarité de l'île de Montréal par rapport à Québec, c'est plus que difficile. C'est plus qu'impossible. En tout cas, c'est une forme de question pareille. C'est pas désespéré, ça n'empêche pas de travailler demain matin. On travaille beaucoup dans les quartiers, d'ailleurs. Mais je m'auto-déprime pas. Mais comme on dit, le défi est grand pour créer ce genre de ton-là par rapport et d'assumer notre rôle et de changer une attitude fondamentale. La côte à remonter. Monsieur Paquette. Après ça, peut-être Monsieur Landry, vous allez être interpellé. Bernard, Oui. peut-être pour commencer sur l'aspect Ouais, Québec. d'abord, je vais dire une chose qui ne vous surprendra pas et vous scandalisera pas non plus et qui est historiquement tout à fait fondée. Le principal ennemi de la Ville de Montréal dans ses politiques depuis 75 ans, c'est le gouvernement du Canada. Hein? Vous avez parlé de l'aéroport, là? Une cochonnerie. Quand je prends l'avion dans l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau, qui a ruiné l'industrie aéroportuaire du Québec par sa connerie de 2 aéroports en même temps, il n'a même pas eu le courage de faire un train du centre-ville jusqu'à l'aéroport. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Le hub, si le Canada est un vrai Canada, là, c'est quoi le hub de l'Atlantique? C'est-tu Toronto ou c'est Montréal, géographiquement? Quand tu arrives de Paris, tu n'en vas pas à Toronto, tu t'en viens à Montréal. Or, ils ont fait le hub à Toronto. Et Pearson prospère et son successeur, Pierre-Éliott Trudeau, décline. J'espère qu'il va décliner encore plus, d'ailleurs. Parce que dans le quart d'heure de l'indépendance, on va changer de nom. Ça, c'est sûr. Deuxième saloperie. L'Est de Montréal a été ruiné par la ligne Borden. Vous savez ça? Non. Bien, je vais vous l'expliquer. C'est le seul pays occidental qui a créé une frontière douanière à l'intérieur pour empêcher le pétrole de l'Est de Montréal de se rendre à Toronto. Vous ne saviez pas ça? Non, je savais pas. En maudit enseignement de l'histoire et négligé. J'étais pro-Ouest avec Pierre Paquet, j'ai pas vu. Montréal ne s'est jamais relevé de ça. Une autre, canalisation de Saint-Laurent. Peut-être très bon pour les grands lacs et tout ça. Mais nous autres, on avait une position fabuleuse. On était sur l'Atlantique, un grand port transatlantique. Ils ont canalisé. Puis les bateaux ont continué vers les Grands Lacs. Ils nous ont-ils compensé? Ils ne nous ont jamais compensé. Je ne suis pas en train d'essayer de vous faire un discours indépendantiste. C'est ça que je fais. Mais la dernière, je savais, par exemple. Et je vous l'avais dit, l'attitude du gouvernement du Québec vers Montréal. Bien, dans la reconstruction économique, là, haute technologie, sciences, pharmacologie, biotechnologie, on a mis des efforts fabuleux ici, puis on a révolutionné l'économie de Montréal. Êtes-vous d'accord avec ça? Non. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais il y a une autre partie qui n'était pas faite. Mes amis de Québec disaient, tu fais tout pour Montréal. Fait que là, on a fait des gros efforts pour Québec, et puis l'Institut de photonique et d'optique, et puis on a fait des efforts pour Gatineau, pour Sherbrooke, on a réparti. Alors, attention, là, le gouvernement du Québec, en termes économiques, il a fait sa job pour Montréal. Oui, bien là, vous allez continuer dans la même veine, oui, M. dans la même Paquette. veine, mais je veux dire, je n'ai pas voulu, dans ma présentation, parler de ce fait que Ottawa, le fédéral, nuit au Québec, et puis particulièrement la région de Montréal. Par exemple, dans le vêtement, récemment, en 2004, ils ont abandonné les quotas à l'importation, ce qui était tout à fait permis dans le cas de l'OMC. Perdu 30 000 emplois depuis 2004 dans le vêtement. Il n'en reste plus que 28 000 à peu près. On avait 60 000 avant ça. Alors, pour Ottawa, c'était... par exemple, Vancouver est considéré comme la porte d'entrée du Pacifique. Bien, nous, vous pouvez être sûr que ce va être Montréal et Halifax qui vont être considérés. Ils vont disperser les investissements. Quand il s'agit de l'automobile, c'est le sud des États-Unis, pas du sud de l'Ontario, et ça a des retombées sur le Québec, il faut le reconnaître. Mais quand c'est l'aéronautique, on saupoudre ça à travers tout le Canada. Ça, alors que Montréal, et M. Landry le mentionnait, est considéré au plan international comme un... Alors, on peut regarder toutes les décisions qui se prennent à Ottawa depuis au moins que je suis ça. Il n'y en a pas une qui a été favorable à la Ville de Montréal et puis à la grande région métropolitaine. Alors, donc ça, malheureusement, il faut le dire. Et je pense que la Ville de Montréal, les élus de la Ville de Montréal devraient aussi être davantage tournés vers Ottawa qu'ils le sont avec Québec, ce qui est tout à fait légitime vis-à-vis Québec aussi. Mais Ottawa, actuellement, là, ça n'a vraiment pas d'allure, encore une fois. Là,
toutes les politiques qui ont été prises depuis quelques années. Et là, on a une belle occasion avec le libre-échange Canada-Europe de faire de Montréal la plaque tournante en Amérique du Nord de cette relation avec l'Europe. Et là, je suis convaincu, mais d'abord, il faut que Montréal veuille le faire, il faut que Québec veuille le faire, mais je suis convaincu qu'on va avoir des bâtons dans les roues de la part des politiques du fédéral concernant ça. Alors, je ne voulais pas en parler dans ma présentation parce que j'essaie de dépasser ça, mais il faut quand même reconnaître que ça fait partie du portrait. Mais parlons quand même aussi du gouvernement du Québec. Ça reste un outil important. Oui, M. Baudet. Bon, je suis d'accord sur cette idée que Ottawa, en particulier, a largué Montréal comme métropole. C'est très clair. On a pris des décisions qui ont été très coûteuses pour Montréal, mais il faut quand même voir que si on exclut le champ de l'intervention économique, du point de vue de la gouvernance métropolitaine, il y a une situation qui est extrêmement pénible et qui est entretenue depuis toujours par Québec. Moi, je donne souvent l'exemple des régions administratives. Plus la région métropolitaine croissait, plus on la fragmentait pour donner du poids politique aux régions en dehors de l'île de Montréal. Si ce n'était pas une façon d'atténuer le poids politique de Montréal, je ne sais pas ce que c'est. Et ça se comprend parce que nous sommes dans une situation où la région métropolitaine de Montréal, au sens large du terme, représente plus de la moitié du Québec et représente 60 du produit intérieur brut du Québec. Et quand on sait que si on va en Angleterre, par exemple, on trouve que Londres, c'est déjà trop gros pour la Grande-Bretagne, Paris, c'est trop gros pour la France, on est dans un rapport à peu près de 10 à 12 Ici, c'est plus de la moitié. Donc, il y a un problème qui se traduit politiquement par toutes sortes de gestes ou toutes sortes d'abstentions dans toutes sortes de domaines. Mais on ne pourra pas croire que la gouvernance métropolitaine, vue de Québec, on considère que c'est normal, que c'est minimalement intelligent. On ne pourra pas croire, je vais aller sur un autre terrain, on ne pourra pas croire que d'avoir fermé les yeux sur le dossier de Ville-de-Laval pendant 40 ans, à partir de Québec, ça ne servait pas les intérêts de quelqu'un à un moment donné au plan de la gouvernance métropolitaine. Il y a des choses qui ne tournent pas rond. Et oui, l'économie peut être prospère parce qu'il y a des gestes qui sont posés, mais la capacité collective à approprier cette richesse-là pour faire des choses qui sont de la nature d'une métropole, c'est fortement handicapé par la structure de gouvernance. Monsieur Landry, vous n'avez pas le droit de sauter trop haut. Je vous sens bouillir. J'ai parlé des infamies du gouvernement fédéral et je vais maintenant parler d'une infamie du gouvernement du Québec, qui était une réponse à un geste extraordinairement courageux du gouvernement du Québec. C'est la diffusion signée Jean Charest. Ça n'a pas de bon sens. S'il y a un événement historique malheureux pour Montréal, c'est celui-là. Lucien Bouchard, Louise Arel ont eu le courage de faire ce que tous les maires de Montréal, depuis Jean Drapeau, disaient qu'il fallait faire et que toutes les villes occidentales ont fait. Ils ont fusionné. Pour Lucien, c'était courageux en maudit parce que les gens de Jonquière et de Chicoutimi voulaient le tuer parce qu'il dit après ça, tu vas fusionner Chicoutimi et Jonquière. Vous arrangerez comme vous voudrez. Ce qui est arrivé, c'est que Chicoutimi et Jonquière, en Maine, sont encore fusionnés. Et leur maire dit sa prière. Gatineau restait fusionné. Sherbrooke, toutes les grandes villes. Puis Montréal a été défusionné parce que Jean Charest a prétendu que c'était la démocratie. Depuis quand c'est la démocratie qu'un citoyen peut fixer les frontières de sa ville? Et en plus, ils l'ont fait sur des bases ethno-linguistiques. Pouvez-vous trouver quelque chose de plus dégueulasse? Mes amis juifs de Côte-Saint-Luc, progressistes, sont scandalisés qu'ils se soient repliés sur une municipalité juive. Si vous voulez chercher une infamie, là, du côté Québec, c'est celle-là. Bon, alors, monsieur, vous avez eu plusieurs réponses. Je ne prononcerai pas là-dessus. Mais il reste, je pense, dans l'intervention de Ron Rayside, quelque chose d'important. On sent qu'il y a une volonté de se mobiliser. Maintenant, on sent que la côte à remonter est énorme face au gouvernement du Québec. Alors, j'aimerais juste ça que vous gardiez ça en tête. Et j'imagine que Marie-Claire Dumas va en rajouter. Oui. Juste rapidement rajouter une petite information. C'est un problème aussi de... C'est-à-dire, c'est le vivre ensemble à l'échelle du Québec qui fait problème à travers ce rapport entre la métropole et le reste du Québec. Je me rappelle quand on a lancé les dossiers des 2 méga-hôpitaux, des gens d'un peu partout à Québec disaient « Regardez ça encore à Montréal, vous êtes encore en train de vous gâter à même les subventions du gouvernement du Québec pour votre hôpital. » Et là, j'ai dit « Écoutez, là, ces 2 hôpitaux-là, ce sont les vaisseaux amiraux du système hospitalier du Québec. C'est votre hôpital autant que le mien. Puis si ça dérape, j'aimerais ça que ça vous préoccupe autant que moi, ça me préoccupe. Pas parce que c'est à Montréal, parce que ça nous appartient. Évidemment, il faut que ça soit à Montréal. Ça va de soi. Mais il y a cette espèce de difficulté de se reconnaître
dans la métropole. Et ce qui me préoccupe, moi, beaucoup, parce que je connais beaucoup de gens là, dans 3e, 4e, 5e couronne de Montréal, qui sont de moins en moins montréalais et évidemment plus du tout montréalistes. Et donc ça m'inquiète, là, cette espèce de prise de distance par rapport à Montréal qui est en train de s'installer, même dans les périphéries de Montréal. Madame Dumas, voulez-vous vous identifier? Marie-Claire Dumas, directrice générale de la Conférence régionale des élus de Montréal. Je voulais aussi remercier M. Landry du Cri du cœur. Tout n'est pas déprimant à Montréal et il faut vraiment arrêter de répéter ce discours de morosité. J'aimerais remercier aussi Ron de l'intervention qui annonce celle de ma collègue Danielle Ripaud cet après-midi sur la juste part. Je n'ai pas là-dessus, mais là, le sujet est arrivé, c'est la juste part de Montréal dans les budgets du Québec, ce qui n'empêche pas tout ce que vous avez dit sur le gouvernement fédéral. Mais on a 60 organisations de la société civile qui se sont pointées dans une dure journée de janvier où il neigeait dehors pour dire que ça pue de bon sens le traitement qui est fait, vu de Québec, à nos organisations de Montréal. Donc, il y a un problème qui est vécu et qui est vraiment très, très aigu dans plusieurs groupes de la société civile, tout au moins à Montréal. Je mets ça de côté parce que mon intervention, elle était plutôt un peu en réaction à M. Paquette sur la question de la concertation à Montréal. Bien sûr, ma job dans la vie, c'est la concertation, c'est le mandat qui m'est donné par le gouvernement du Québec. Fait que moi, je trouve que ça va plutôt bien, mais c'est pas juste parce que j'ai l'impression que ça va bien chez nous. Mais quand même, à la CRI de Montréal, il y a 730 partenaires autour de la table. Il y a des concertations comme Montréal, ville apprenante de savoir d'innovation. Toutes les universités, tous les cégeps, toutes les commissions scolaires sont là. Le CISIM, le Comité d'économie sociale de l'île de Montréal, a fêté 15 ans de promotion de l'économie sociale comme un grand vecteur économique. On participe à Réseau Réussite Montréal, tout le monde autour de la persévérance scolaire. Il y a beaucoup de monde qui exerce beaucoup de concertation et qui ont des résultats satisfaisants et heureux. Donc, il ne faut pas juste dire c'est à refaire. C'est pas à refaire. Il y en a qui existent, il faut construire sur l'existant et qui ont des résultats satisfaisants. Et j'ai toujours un peu d'inquiétude quand j'entends le leadership, parce que c'est le thème de ce matin. Il y a des leaderships, il y a des leaderships pluriels. Il y a des gens qui font beaucoup de choses sur le terrain. Moi, les gens me disent « Comment tu fais vivre à Montréal? Ça va tellement mal. » Bien, moi, mon quotidien, ça va bien, ça va bien. Il y a bien du monde qui font bien des affaires intéressantes et je ne parle même pas de ma gang à moi. Donc, il faut aussi avoir ce discours-là. Et là, un petit message du publicitaire à l'Office et à Louise. J'ai beaucoup apprécié le panel de ce matin. J'aurais apprécié un panel beaucoup plus diversifié dans la pluralité. Il y a des jeunes innovateurs, il y a des gens des communautés culturelles qui ont un dynamisme absolument incroyable. Et je pense qu'on aurait aussi entendu cette vie-là. Et on ne peut pas, je finis avec ça, on ne peut pas penser un leadership. Une forêt, ce n'est pas rien qu'un arbre. Une forêt, c'est beaucoup d'arbres, c'est beaucoup de plantes. Et la diversité, ce n'est pas juste dans la biodiversité qu'il faut qu'elle existe, c'est dans la vie courante. Et elle existe à Montréal. Elle est très, très vivante. Et il faut prendre racine là-dedans. Je pense que notre ville, moi, elle est en bonne posture avec beaucoup de force vive à l'action. Il ne faut pas essayer de ramener dans un seul chapeau, un seul parapluie. On cherche un sauveur. Hein? On rêve tout à drapeau. Pas toutes, mais en tout cas, cette image, mais il faut, moi, je pense que... Vous ne rappelez pas de corridor? Non. Mais il ne faut pas rêver à l'extrême au Soviet suprême, tu sais, avec un seul leader. Les jeunes et les gens de la diversité, vous savez qu'il y a 4 jours de séance. Hein? Alors, donc, il en reste encore 3. Bien sûr. Mais les gens de ce matin, je pense, avaient, avec M. Gauthier, le mandat de mettre la table et on a fait un bon tour d'horizon. M. Paquette. Très brièvement, ce n'est pas un problème de structure, moi, c'est comment alimenter cette concertation-là. Je regarde, par exemple, au plan des organismes syndicaux de la région de Montréal, le Conseil central ou le Conseil du travail de Montréal de la FTQ. Je ne les entends pas souvent, moi, sur les affaires qui touchent Montréal directement, alors que du temps de Gérald Larose, du temps que j'étais là, Irénée Lamberger, on se prononçait sur à peu près toutes les questions qui touchaient Montréal. On dirait que de ce côté-là, c'est... Peut-être qu'il siège, même, je ne sais pas si... Premier vice-président de la CRI. Il fallait lire le devoir hier matin. Okay. Il y avait une lettre... peut-être, il siège peut-être, mais je ne les vois pas souvent, en tout cas, dans les nouvelles, intervenir publiquement sur des enjeux montréalais. Alors, donc, ça va dans... Le deuxième vice-président de la CRI, le président de la CSM. Alors, M. Baudin, M. Bellavance. Oui, bien, juste rapidement, en tout cas, en ce qui me concerne, je ne cherche pas le leader. Je cherche à ce qu'il y ait du leadership à chaque niveau
pour que tous les leaderships puissent s'exprimer le plus efficacement possible. Et manifestement, dans les niveaux supérieurs, actuellement, on manque de leadership, on manque de vision. Ça n'interdit pas aux gens de s'activer, ça n'interdit pas des choses extraordinaires de se produire, mais il vient un moment donné où il y a une espèce de plafond qui se crée, où le pas supplémentaire, on n'arrive pas à le faire, parce que là, il manque de vision, là, il manque de leadership. Et donc, je pense qu'on a de très nombreux exemples au Québec de cette capacité de mobilisation qu'on a dans tous les domaines, mais manifestement, il faut quand même reconnaître le fait qu'au niveau supérieur, il y a quelques ratés, disons, depuis quelques années. Monsieur Bellavance. Effectivement, c'est le vrai défi. Il y a plein de choses qui se passent dans les quartiers, il y a plein de choses qui se passent à Montréal. Je faisais référence à une lettre qu'il y a eu hier. Il y avait 2 syndicats qui étaient là, qui ont signé la lettre. Nous, on l'a signé, des gens en environnement, en culture, et qui prenaient la parole sur ce qu'on veut pour Montréal. Alors, ça fait déjà un bout de temps nous, on commence à se parler. C'est sûr qu'on n'est pas rendu en haut, mais moi, je sens qu'il y a quand même une nouvelle génération des élus qui sont prêts justement à discuter avec la société civile à Montréal pour voir comment on peut arriver à être ensemble, à se mobiliser, et puis après ça, s'adresser aux autres niveaux de gouvernement. C'est pas facile, mais moi, là-dessus, je suis optimiste. C'est là que je suis optimiste. Là. Bon, alors, on vient d'en trouver un deuxième. Je voudrais juste terminer, Louise, en oui. disant, c'est pas parce qu'il y en a beaucoup qu'il y en a trop. Merci. D'accord. Monsieur Brisset, rapidement? Oui, rapidement, parce que je suis le dernier, évidemment, oui. puis tout le monde a faim, etc. Bon, écoutez, ma question s'adresse aux 2 premiers panélistes, M. Baudet et M. Écoutez, la question je suis à ma retraite, OK? Puis mon projet de retraite, c'est pas d'aller dans un chalet. Mon projet de retraite, c'est de partager mes connaissances avec les universités, les universitaires, partager les faits que j'ai été impliqué dans plusieurs dossiers, incluant la consultation populaire en 71, qui est pour l'autoroute transcanadienne, je dis bien transcanadienne, oui. À travers l'île de Montréal, en 71, qui a été aussi menée par mon collègue Joseph Baker, qui est assis ici. Et tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on semble, parce que dans cette consultation populaire, 71, c'est le prédécesseur du BAP et le prédécesseur de l'OCPM. Toute cette notion de consultation publique, si vous lisez bien le rapport, la plupart des choses que vous avez discutées ici s'y retrouvent. Alors, aujourd'hui, 42 ans plus tard, le gouvernement en place endosse le projet de la reconstruction de l'autoroute, le fantôme, parce que ça ne s'appelle plus transcanadienne, ça s'appelle Ville-Marie maintenant, endosse la reconstruction du fantôme de la transcanadienne à travers le centre-ville de Montréal. Et l'autre petit point rapide que je voulais faire... Vous êtes venu sur cette question-là tout à l'heure, M. Brisset. Oui, vous arrivez à votre question? Oui, alors la question, quand je parle à ma retraite, j'ai besoin aussi d'aide de la Ville de Montréal, des installations. Avec mon collègue, on a monté un programme équivalent à ce que vous appelez You Say City, OK? J'ai vu le programme. On a fait exactement la même chose dans Griffintown, mais on est allé plus loin, faire des maquettes interactives et tout le kit. Mais pour avoir de l'information de la Ville de Montréal, c'est quasiment impossible. On ne nous donne pas accès aux versions AutoCAD de leur plan d'occupation du territoire. On ne veut pas nous donner de l'information, même des plans de cadastre, c'est des gros secrets. Je trouve que pour les l'accès à l'information à Montréal. On devrait avoir plus l'accès à l'information à Montréal. Et puis surtout, si on veut partager l'information que j'ai, comme j'ai fait avec une douzaine de projets universitaires, j'aimerais un peu d'aide au niveau de façon d'obtenir l'information de la Ville de Montréal. Bon, il y a Monsieur Côté, il est rendu loin. Venez donc, Monsieur Côté, que je vous remercie avant que vous partiez. Quand même, merci beaucoup de votre collaboration et je vous demanderai une bonne main d'applaudissements pour M. Côté. Merci infiniment. Merci. Vous devez partir. Alors, écoutez, UC City, vous savez, c'est l'office, ce n'est pas la ville. Alors, je tiens à vous le dire. Peut-être, M. Ducas, est-ce que vous auriez une information ou deux à donner sur l'accès à l'information, de ce genre d'information-là à la Ville de Montréal? Puis ensuite, on va s'arrêter. Alors, Sylvain Ducas, qui est directeur du... Mon Dieu, je n'ai pas vos titres. De l'urbanisme voilà. Et du développement économique. Je vais répondre rapidement. Il y a une démarche... Monsieur Brisset, je vais vous parler après.
parce que à ce que je sache, il y a des choses qui sont disponibles. Donc, on va aller voir exactement ce dont vous avez besoin parce qu'il y a un partage des données numériques. Et il y a une entente à laquelle la Ville de Montréal participe. Donc, on pourra voir plus clairement de ce dont vous avez besoin parce qu'il y a des choses qui sont accessibles. La preuve, l'Office de consultation a mis des choses en ligne. Effectivement. Donc, merci beaucoup, merci. M. Ducas. Alors, écoutez, Merci. en votre nom, je voudrais vous remercier nos 5 panélistes. Ça a été à la fois intéressant, il y avait des bonnes réponses qui se donnaient, des bons échanges. Et je pense que pour les 3 jours qui viennent, vous avez vraiment bien mis la table et je vous en remercie au nom de tout le monde. Alors. Eh bien, monsieur. Oups, il ne faut pas que je parle.